Salut à tous, c'est Audrey Tanguy, bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les barres Ultra Énergie, la poudre Ultra Recovery et les nouvelles gaufres qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. T'as le goût d'avoir 15% de rabais? Utilise le code promo pas sorti du bois sur le nacbar.com. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 69e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie d'Audrey Tanguy, l'une des meilleures ultramarathoniennes, je dirais, au monde. Est-ce que j'ai le droit de dire au monde, Audrey? En tout cas, une des meilleures ultramarathoniennes françaises, je ne veux pas te gêner. Donc, une Française précisément de la Savoie dans les Alpes. Bonjour Audrey. Salut, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'être là. Ça va être Avec un grand plaisir. plaisir de discuter de course en sentier et d'ultramarathon. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, puis on va avoir bien du plaisir. Mais moi, tu le sais, je te le disais avant chaque entrevue, j'ai toujours, on prend un breuvage, on discute. Moi, de mon côté, j'ai la chance d'avoir un bon café de mes amis de Capic 1, donc le fournisseur officiel de café de Pas sorti du bois. Donc, je les remercie, François et Ray, qui me fournissent cet excellent café, puis je le recommande à tout le monde. Aujourd'hui, je bois un Arctic Winter Dark. Donc, voilà. De ton côté, est-ce que tu as quelque chose? Je sais qu'on est vendredi soir là, en ce moment en France. Ouais, écoute, moi le café, je l'ai bu à midi, mais là, c'est un peu tard pour boire du café. Mais moi, j'aime bien le café aussi, je suis très café. Bon, parfait. J'avoue qu'il est un peu tard pour le café si tu veux dormir cette nuit. Hein. Ouais. Donc, c'est ça, tu as passé à d'autres micros par le passé, d'autres balados, dont Portrait de Ouf, un podcast que j'adore, qui est principalement axé sur la course en sentier en France. Donc, tu racontes vraiment comment le sport, la course, comment tout ça est entré dans ta vie, puis j'ai pas envie de te faire répéter. J'aime toujours mieux dire aux gens, allez écouter ce balado-là, allez en écouter d'autres. Nous, on va avoir une discussion qui est différente, qui se démarque, qui complète l'offre de balado où tu es déjà passé. Donc, si vous avez envie d'entendre la vie complète d'Audrey, vous pouvez aller écouter le balado Portrait de Ouf. Nous, j'ai le goût qu'on se concentre plus sur la dernière année et demie, tout ce qui s'est passé suite à la pandémie. Mais bon, il faut quand même mettre un peu la table pour que les gens apprennent à te découvrir. J'ai envie de te lancer sur une première question. Ça nous mènera à parler de ton année 2020, 2021. Mais ma question est la suivante. À quel moment tu as compris que tu avais ce qu'il faut pour compétitionner sur les plus grandes épreuves de trail au monde? Y a-t-il un déclic à un moment donné? J'ai eu une rencontre. J'ai rencontré lors d'un stage de préparation Antoine Guillon, qui est un très grand trailer français, très grand champion. Et en fait, c'est lui qui m'a dit qu'il pensait que voilà, j'avais les qualités pour performer au niveau international. Et donc voilà, ça serait ça mon déclic, ouais. C'est Antoine Guillon qui est un coureur très, très connu, en fait, qui est un maître à la Diagonale des Fous. Je pense qu'on l'appelle le métronome, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est le fun dans ton histoire aussi de voir que c'est un peu arrivé, j'ai l'impression par hasard, tu sais, la course dans le sens où je pense que tu t'es inscrite avec une de tes amies à l'Échappée Belle, qui est bien connue comme course, mais à une distance d'une quarantaine de kilomètres. Vous l'avez faite, après ça le 85. Et raconte-moi un peu ces débuts-là en course en sentier. En fait, ouais, j'ai ma meilleure amie qui était venue en vacances chez moi et elle nous avait inscrites toutes les deux au 47 de l'Échappée Belle. Donc je l'ai faite avec elle et puis quand elle est arrivée en même temps qu'Antoine Guillon. Donc j'ai juste vu Antoine la première année où je l'ai croisé en fait. Et puis l'année suivante, je suis professeure d'EPS dans la vie, donc j'étais prof à Paris, donc avec pas trop de dénivelé, pas trop de montagne, pas trop de nature. Pas trop de choses chouettes quoi. Mais donc je me suis inscrite au 85 de l'Échappée Belle. Et Antoine et en fait oui, donc j'étais toute l'année à Paris et je me suis inscrite là-dessus. Je suis un peu naïve. Je me suis dit après dans l'année j'ai un peu
j'ai un peu craqué, quoi. Je suis pas du tout sûre de finir cet ultra parce qu'en fait, c'est un 85, mais très technique et il y a quand même 6000 mètres de dénivelé positif pour 85, donc c'est quand même un bon ratio pour quelqu'un qui vit à Paris. Et donc, j'ai vu qu'Antoine Guillon organisait un stage de préparation pour cet ultra-là. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Antoine. J'ai fait ce stage de préparation et j'ai rencontré Antoine Guillon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme impact, Antoine? Au-delà, tantôt, tu disais c'est lui qui t'a donné le déclic, qui t'a fait comprendre que tu avais ce qu'il fallait pour compétitionner à l'échelle internationale, mais qu'est-ce qui t'a amené avec son expérience comme coureuse? Il m'a amené plein de choses parce que il s'y connaît sur plein de choses en fait. Ça fait 20 ans qu'il est au meilleur niveau, donc il m'a amené ce qu'il a découvert lui, donc en termes de nutrition, de respect de soi, en termes de fréquence de compétition, en termes de gestion de la chaleur, enfin plein de choses, plein de paramètres qui peuvent intervenir en ultra, qui lui convenaient à lui. Et comme on a des profils relativement similaires, qui me convenaient aussi. Donc voilà, j'ai eu cette chance de partager l'expérience d'Antoine pendant un an. Et c'était super et c'était une grande chance pour moi, ouais. Donc, il t'a pris un peu sous son aile. Ouais, voilà, c'est ça. Il a vu un potentiel, puis je pense que les résultats qui ont suivi ont prouvé ce potentiel-là. C'est en quelle année la rencontre d'Antoine Guillon? C'était l'été 2017. OK. Donc, tu sais, dès l'année suivante, tu sais, je regardais ça, 2018-2019, ça a vraiment explosé de ton côté. Tu sais, je vais le nommer juste pour te gêner un peu, mais deuxième place au marathon du Mont-Blanc sur le 90 km, première place à la TDS de l'UTMB. Donc, la petite sœur de l'UTMB qui fait quoi, à peine 140 km. Deuxième place à la Diagonale des Fous dès 2018. En fait, c'est extrêmement impressionnant. Première place au Translanto à Hong Kong, 100K, quatrième overall. Donc, c'est quand même c'est une performance, un peu ce qui est arrivé beaucoup cette année, des femmes qui percent les top 10, les top 5, puis c'est beau de voir ça. Après ça, 2019, troisième place au Madeira Island Ultra Trail, deuxième à Lavaredo, une deuxième victoire consécutive à la TDS, quatrième à la Transgrande Canaria en 2020. Et le boom, la pandémie arrive, quoi, quelques jours après la Transgrande Canaria, que ça se passait. Comment tu as vécu ça, ce moment-là, d'être en début de saison? Je suppose que la Transgrande Canaria, c'était ta première course d'une belle saison qui s'annonçait. Comment tu as vécu ça, là? Boum, pandémie, toutes les courses sont annulées, la vie change. Ah ouais, c'était incroyable en fait. Nous, on n'y croyait pas trop parce que c'est vrai que moi, le 6 mars, je faisais la Transgrande Canaria et on est rentré en avion avec ma mère de là-bas. Et déjà à l'aéroport de Genève, il y a un gendarme qui nous a arrêtés pour nous demander d'où on arrivait et on s'est demandé ce qu'il nous voulait. On était complètement déconnectés en fait. On n'avait pas du tout suivi l'actualité. Et le soir même, ils annonçaient confinement en France. Voilà. Et c'était le choc, hein, voilà, vraiment le choc. Et puis voilà, après, plein de courses annulées, les objectifs qui s'effondrent les uns après les autres. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie et il faut aussi savoir s'adapter dans la vie. Hein. Nous, on s'adapte constamment en course. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose qu'on fait souvent en ultra. On doit s'adapter à tous les aléas qu'on peut rencontrer pendant une course qui est souvent très longue. Donc, voilà, on s'adapte. On s'adapte à ce qu'on vit. Donc, tu t'es adapté. Tu avais quoi au calendrier pour 2020, outre la Transgrande Canaria? Je me souviens même plus. Je crois que j'avais le mute. Je crois j'avais l'UTMB évidemment. Ah non, j'avais la Western States. Ah oui, j'avais la Western States, l'UTMB. Et voilà, c'est tout. Bon, c'était mes principaux objectifs de C'est tout, 2021. c'est suffisant. UTMB, Western States, c'est quand même Ouais, on c'est pourra en pas parler mal. parce que c'est un tandem assez explosif de course. Euh, mais là, 2020, bon, on l'a dit, pandémie et tout, tu as quand même pu participer au Golden Trail World Ouais. Championship aux Açores. J'en avais parlé quand j'avais reçu mon Mathis à l'épisode 17. Comment tu as vécu ça, cette course-là qui est un peu différente du type d'événement auquel tu es habitué? Tu es plus dans le 100K, le 100 000, le long ultra d'une traite. Là, c'est une course par étape. C'était 4 ou 5 jours consécutifs. Comment tu as vécu ça, cette course à étapes-là? En fait, moi, j'ai souvent l'habitude de dire que finalement, la pandémie, ça m'a apporté aussi beaucoup de positifs. En fait, ça m'a permis d'expérimenter des formats de course que, effectivement, j'avais encore jamais fait. Et ces Golden Trail Series, pour vous dire, ça s'est décidé
3 jours avant la compétition, en fait. J'ai eu un dossard 3 jours avant. Donc je suis partie comme ça, vraiment, j'étais pas du tout préparée parce qu'à la base, j'étais prête pour un ultra qui faisait 150 km. Donc, j'avais pas du tout préparé des distances pareilles. Et en fait, je me suis régalée. J'ai adoré ça. J'ai adoré l'ambiance. J'ai vraiment aimé le format court aussi. C'est pour ça que j'en ai un peu plus fait cette année et c'était super. Franchement, c'est une expérience géniale et j'ai rencontré plein d'autres coureurs aussi que je connaissais pas, en fait, que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais croisé puisque bon, on fait pas tous les mêmes courses, donc on se croise pas trop avec ceux du format court. Et donc je me suis fait des copains. Enfin bref, c'était super. La température avait l'air assez particulière. Je pense qu'aux Açores, c'était bien humide, bien boueux, c'était gris. Tu sais, quand on parle d'une course sur des îles portugaises, on s'attend à des décors de cartes postales. Puis là, c'était complètement autre chose, là. Ah non, mais c'était incroyable. En fait, on avait des images de la météo. Si tu veux, il y avait un grand soleil tout le temps, sauf les 4 jours de la course. C'était hallucinant. Et c'est vrai qu'on a eu un temps vraiment pourri. Mais en fait, je pense que ça a ajouté encore au charme du truc parce que les conditions étaient vraiment dantesques. Et les parcours étaient effectivement très beaux et tout. Et moi, du coup, j'étais morte de rire, quoi. On était en train de courir, c'était n'importe quoi. On s'enfonçait jusqu'aux genoux. Il y avait des tunnels, il y avait de l'eau. On voyait les autres tomber. Franchement, c'était chouette. C'était hyper drôle, quoi. Ouais, puis l'avantage là-dedans, c'est que tout le monde est dans ces conditions-là. Ça peut-être ça force à passer un peu plus vite parce que plus vite tu vas, moins il y a des gens qui ont passé avant toi. Fait que ça permet d'être un peu moins boueux. Mais écoute, je pense que c'est le plaisir de ça aussi. Il y a ça en trail, je pense, ou en course en sentier, le sentiment un peu, je sais pas pour toi, mais tu sais, quand on est jeune, on n'a pas cette conscience-là d'être sale et tout. Fait que, tu sais, quand on est jeune, quand on est enfant, on saute dans les trous d'eau, puis on court dans le bois, puis c'est pas parce qu'on a un dossard, puis qu'on a un objectif, c'est juste parce que on se sent libre de courir. Tu retrouves-tu ça, ce côté-là, enfantin ou Ah oui. plaisant, immature de la course en sentier? Ah oui, oui, bah carrément. Bah, encore plus là aux Açores, là, c'était vraiment. Il n'y avait plus aucune pression de course, de résultats, ni rien du tout, parce que là, il fallait tout changer. On pouvait plus courir vraiment. C'était des glissades. C'était à celui qui tomberait le moins, qui serait le moins enfoncé dans la boue. Moi, j'ai même perdu des chaussures quand même. Je suis remontée chercher mes chaussures parce que mes chaussures, elles s'étaient enfoncées dans la boue. Donc, non, c'était super. Il faut les attacher, Audrey, là, faut les attacher très serrés. Ah Là. bah, le lendemain, j'ai fait 5 nœuds le lendemain. Puis, tu disais que la pandémie t'avait amené à tester des nouveaux concepts. Là, on parle de la course par étapes, mais j'ai vu qu'en début 2021, tu as participé au projet Carbone X2, qui était une deuxième édition d'un événement un peu exclusif aux athlètes élites de Oka. On se rappelle, la première édition, c'est la première fois que notamment Jim Wamsley avait tenté le record mondial de 100K. Ça n'avait pas marché. Donc là, est-ce que cet attrait-là pour le format route, asphalte, 100 km, cette tentative de record-là, est-ce que c'est la pandémie qui t'a amené à réfléchir, à tenter ça, plutôt que tu arrivais d'un background de course très montagneux? Je veux dire, le Mute, l'UTMB, la Diagonale, c'est des courses ultra techniques, ultra montagneuses. Là, c'est 0 mètre de D+, puis que du bitume, là. Alors en fait, la proposition pour ce projet carbonique, je l'ai eu en plein pendant la pandémie en fait. Donc Oka me l'a proposé, ça devait être au mois d'avril, quelque chose comme ça. Et bon, j'ai dit oui tout de suite parce que j'avais prévu déjà la Western States et qui est un format qui était beaucoup plus roulant que les courses que j'avais l'habitude de faire. Donc le but vraiment de l'année de préparation de l'UTMB, c'était de prendre de la vitesse sur les relances et sur le plat parce que l'UTMB est aussi beaucoup plus roulant que la TDS et que le Mute et que voilà, c'est un type de course où moi j'aime bien aller. Donc voilà, le but c'était de prendre de la vitesse. Je me suis dit, bon, un projet sur route, c'est bien, il faut découvrir. Quand on me propose des choses, moi j'aime bien aller essayer des trucs. Là, c'était en tout début de saison, donc c'était un peu risqué parce que c'est vrai que c'est tôt, mais en même temps, c'était assez loin de la Western et de l'UTMB, donc j'avais le temps de récupérer. Et voilà, donc c'est pas vraiment la pandémie qui m'a fait découvrir ça, mais ouais, non, en fait. Il y aurait pas eu la pandémie. Enfin, ceci dit, je sais pas si Oka l'a décidé avant. Je pense que c'était décidé avant, hein. À mon avis, Projet Carbonique s'était organisé avant. Donc, c'est pas vraiment la pandémie qui m'a fait me décider de participer à ce projet Carbonique, non. Puis quand on se prépare pour des longs ultras montagneux, on cumule le dénivelé. Là, à quel moment tu as comme fait un switch d'entraînement puis tu dis, OK, là, faut que je gagne la vitesse sur piste. Je suppose que c'est les entraînements sur piste, des intervalles. Comment tu as adapté ton entraînement pour cet événement-là?
Ça s'est fait assez tard en fait parce que du coup j'ai eu les Golden. Je suis revenue des Golden, je sais plus, ça devait être novembre. J'ai coupé un petit peu, enfin j'ai récupéré en fait pendant peut-être on va dire 15 jours. Et j'ai eu, on va dire, un mois et demi de préparation, je pense. Parce qu'après, il a fallu relâcher pour avoir de l'énergie, parce qu'un 100 km route, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Donc, ouais, je dirais un mois et demi, ouais. Un mois et demi de préparation. Il y avait un beau Et alors, plateau. la piste, j'ai fait une séance sur piste. OK. Et sinon, j'ai fait beaucoup de séances sur piste cyclable. OK. Voilà. S'habituer au bitume puis la foulée est différente, surtout dans un objectif comme ça. Est-ce que tu arrivais là avec un objectif précis ou c'était simplement pour participer puis te tester toi personnellement tes limites sur un 100K d'asphalte? Bah, en fait, on avait élaboré, en gros, on avait visé mon allure avec mon entraîneur. Donc le but, c'était de me rapprocher du record de France, en fait. C'était très ambitieux parce que bon, j'avais que un mois et demi de préparation. C'était quand même ma première course sur route, mais de m'en rapprocher. Alors, mon entraîneur m'avait dit, si tu fais 7h40, c'est déjà exceptionnel. C'est ce que j'ai fait. Donc, donc du coup, il en était assez proche de l'objectif. Lui, c'était l'objectif. Moi, je pensais au record de France parce que j'avais des copains qui m'avaient un peu chauffé sur le record de France, mais je me rendais pas compte en fait parce que moi, j'avais jamais fait ce genre de compète. Alors, je savais que 50 km, ça allait à cette allure. Je me rendais pas compte qu'au bout d'un moment, ça n'allait plus du tout. Là, je l'ai vécu. Ouais, mais tu es quand même vraiment pas loin du record de France aussi. Bon, le record de France, c'est 7h26, Laurence Klein en 2007, donc le record sur 100K pistes. Dans ton cas, tu as fait 7h40 pile, on est à 14 minutes, si mes calculs sont bons, c'est très peu pour 100 km. Est-ce que ça te titille dans la tête de retenter ça? Ouais, non, Ouais. j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien mieux préparer pour voir ce que je suis capable de faire en fait parce que là avec bon un mois et demi de préparation je pense que ouais on bricole un peu. Faudrait vraiment se concentrer là-dessus puis c'est des choses que j'aime bien faire moi. Bon, pas les travaux sur piste, ça j'aime pas du tout, mais par contre des séances tempo sur route, tout ça c'est des choses que j'aime bien, travailler un peu la foulée, j'aime bien. Donc ouais, ça m'intéresserait. Après ça demande aussi bah, une année de préparation, je pense, si on veut vraiment bien faire les choses. Donc, ça veut dire que pendant un an, il faut que je fasse une croix sur les trails qui me font rêver. Donc, je verrai après, je pense. Je vais d'abord essayer de faire ce que j'aimerais faire dans le trail. Et puis, voilà, après, s'il y a une autre pandémie, que tous les trails sont annulés, on verra. Mais Dis pas pour ça. l'instant, l'objectif, c'est plus en trail, quoi. Ah oui, je comprends. Puis comment tu t'es senti pendant, tu le disais, 50K, tu te doutais un peu comment tu allais le sentir, tu l'avais testé, tu savais un peu quelle vitesse adopter, mais là, c'est quand tu passes au 51e kilomètre, il t'en reste encore 49. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était plus mentalement que ça a été cru ou c'est physiquement que ça a été ton plus cru? C'est physiquement, Ouais. vraiment physiquement. Mentalement, c'était pas dur en fait parce que je partais sur à la base max 8 heures de course. Donc 8 heures, j'arrive bien à me projeter sur 8 heures. Pour moi, c'est même facile 8 heures. Après, oui, ce que j'avais pas anticipé, c'est que j'étais encore bien on va dire au 79e kilomètre et au 80e, bah, je ne pouvais plus avancer. Ah ouais? Les jambes sont pas habituées en fait au bitume quoi. Alors vraiment j'avais très très mal aux jambes et je me rappelle très bien qu'à 3 km de l'arrivée, j'ai croisé mon team manager Julien Chaurier qui était venu avec moi et j'étais pas sûre de terminer les 100 km à 3 km de l'arrivée quoi. J'avais vraiment j'avais plus de jambes quoi. C'était terrible. Ouais. Mais j'ai l'impression que quand ça arrête, ça arrête. C'est ça le bitume, tu sais, le marathon, c'est ça aussi. Tu sais, quand tu finis, tu sais, je veux dire, une course de trail, oui, tu te donnes et tout, mais tu sais, il y a tellement de changements de vitesse, de changements de tempo, tu montes, tu descends, tu n'es jamais sur un pace qui est régulier ou très, très peu. Là, c'est comme 7h40, même vitesse, même foulée, même mouvement. Les muscles, ils nous en veulent pour ça, là. Ils n'aiment pas ça, là. Ouais, c'est clair. Bah, c'est exactement ça. Hein. C'est ouais, travailler tout le temps dans le même axe, tout le temps avec la même vitesse. Eh ben, non, les muscles n'aiment pas du tout. En tout cas, les miens, pas du tout.
Il y avait un gros plateau élite aussi sur cette course-là. En fait, c'était que les athlètes élites au cas, mais il y avait Jim Wamsley qui a fini à, je ne me rappelle pas le chiffre, est-ce que c'est 7 secondes du record mondial? Ouais, 10 secondes. 10 secondes, ça n'a aucun sens. Puis je me rappelle le plan de caméra, on le suivait, cette course-là, on avait juste ça à faire, on était encore en confinement, puis moi j'écoutais ça, puis il y a la caméra au fil d'arrivée, puis tu le vois, puis tu vois qu'il reste 2 minutes, mais la caméra est vraiment à un champ profond, puis il est encore loin de la ligne d'arrivée, puis tu vois les secondes qui s'écoulent, puis tu vois qu'il accélère, puis il finit à 10 secondes. Il a pris le record américain qui était déjà très ambitieux, mais je pense que lui il avait en tête le record mondial. Puis on a vu des athlètes de haut niveau se casser les dents là parce que c'est extrêmement difficile. Tu sais, des athlètes de trail comme Tim Tollefson, Hayden Hawks, Camille Aaron, ça a été plus difficile que prévu. Tu sais. Puis toi, tu as gagné l'événement du côté des femmes. Tu finis septième overall avec une grosse performance, puis peut-être avec un envie d'y retourner puis de retenter le record français. Ouais, c'était ça aussi, hein, c'était vraiment une super bonne expérience. Et c'est vrai que Jim, c'était terrible. Enfin, moi, Julien me l'a dit pendant la course, il m'a dit Jim a raté le record de 10 secondes. C'était horrible, même pour nous, parce qu'en fait, c'était vraiment une expérience en équipe. Donc, moi, j'avais pas du tout la sensation d'être en compétition là sur cet événement-là. C'était pas du tout le but et c'était pas le cas. Et puis, de toute façon, moi, j'avais aucune prétention par rapport aux autres. Je voulais juste faire mon allure. Je savais pas du tout ce que je valais. Je pense que j'étais de loin celle qui avait la VMA la plus faible au départ chez les filles. Non, mais c'est sûr et certain. Je pensais que j'allais arriver loin derrière. J'avais aucune confiance en cette course. Et c'est vrai que Jim, ça m'a vraiment fichu un coup, quoi. 10 secondes, je me suis dit, le pauvre, quoi. C'est dur comme travail, hein, 100 km, ça demande vraiment des séances difficiles. Savoir qu'il a échoué à 10 secondes, il a vraiment pas de chance, quoi. Jim, il a pas de chance, quoi. Après la Western States où il se perd, l'UTMB où il n'arrive pas à finir, le 10 secondes au 100 km route, c'est vraiment fou. C'est incroyable. Et en même temps, il est admirable pour ça aussi parce qu'il a quand même échoué plusieurs fois. Il a eu pas mal d'échecs et à chaque fois il rebondit, à chaque fois il revient et il termine avec le sourire. Pour moi, c'est vraiment un exemple pour ça, Jim. Et je m'en suis beaucoup servi d'exemple aussi après mon échec à l'UTMB. Enfin, j'ai beaucoup repensé à lui, à tous les échecs qu'il a dû endurer avant d'avoir des grandes réussites, parce qu'il a aussi eu de grandes réussites quand même. Oui, puis tu sais, là, ça fait 3 Western States qui remportent, dont les 2 temps les plus rapides de l'histoire, 2 des 3 temps les plus rapides de l'histoire, mais avant ça, les gens peut-être oublient, ou ceux qui sont plus récents, qui viennent de découvrir le trail, qu'avant ces succès-là, il y a eu 2 courses extrêmement difficiles à Western States. L'année dont tu parles, au 91e mille, il s'est perdu, puis il est passé de la première place avec 1 heure d'avance à la 22e place, qui est quand même très bon, 22e place, mais on s'entend quand tu vises, quand tu es premier. 2017, il y a eu un DNF brutal. Après ça, il est revenu, puis il a fallu, l'UTMB, c'est un peu ça. Il a terminé 5e, 2 DNF consécutifs, mais j'ai l'impression qu'il ne lâche pas le morceau. Puis il y a une approche qui est admirable. Il y a 2 types d'approches. J'ai l'impression en compétition, tu peux m'en parler, tu as beaucoup d'expérience en avant des pelotons, mais tu as ceux qui vont plus conservateurs puis qui grappillent des places. Un Ludovic Pommeret, Xavier Thévenard, c'est des exemples de coureurs français qui sont patients puis qui sont, justement, quand tout le monde commence à tomber, comme l'UTMB, ça arrive souvent, ces gens-là continuent puis ils remportent les courses. Puis tu as à l'opposé Jim Wamsley qui va tout pour le tout. Puis s'il gagne, il a le record du parcours, puis il est 2 heures d'avance sur le deuxième. Puis quand ça marche, ça marche. Puis quand ça marche pas, il explose. Mais c'est une tentative, puis c'est tout à son honneur d'essayer ça. Hein. Exactement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'il a une approche admirable aussi et on a besoin de coureurs comme ça. C'est aussi ces gens-là qui nous font rêver et qui font avancer aussi le sport. Moi, je trouve que c'est incroyable parce qu'effectivement, il prend le risque aussi de se planter et de voir tout son travail anéanti. Puis les médias et les gens ne sont pas forcément tendres hein, derrière. Quand on réussit, tout va bien, mais quand on échoue, c'est il a une gestion pourrie. Oui, mais si c'était passé, je pense que vous ne diriez pas la même chose. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il est vraiment il est remarquable dans l'approche qu'il a des courses. Ouais. Toi, c'est quoi ton approche des courses? Est-ce que ça a évolué avec le temps depuis 2017? Est-ce que tu t'inspires de ton mentor, Antoine Guillon, qui est un métronome? C'est quoi ton approche quand tu prépares une course? Par exemple, prenons l'UTMB cette année que tu as faite. C'est quoi ta stratégie de course? Comment tu définis ça?
Alors, moi, je suis un peu comme Jim Wembley, en moins rapide. Mais non, j'ai du mal aussi à être patiente, en fait. J'aime être devant dès le début. Ça me rassure. J'ai l'impression que si je pars trop doucement, j'arriverai pas à rattraper derrière. Donc, j'aime partir assez vite. En plus, je suis très stressée. Donc, le fait de partir vite, ça me détend. Et puis après, petit à petit, je trouve mon rythme. Et là, je me concentre plus sur ma course. Mais c'est vrai que dès le début, je pars relativement vite. Et je vais essayer de changer un peu ça parce que je pense que c'est risqué et c'est pas forcément la bonne approche pour moi. En tout cas, voilà. Donc, je vais essayer de changer. Je suis pas sûre que j'y arrive, mais je vais essayer. Là, c'est une stratégie, j'ai l'impression, qui te sourit quand j'ai sorti tes résultats 2018-2019. Là, ben, parlons-en parce que 2021, on a commencé avec le projet Carbonix, mais après ça, tu as switché le focus, on est retourné sur les sentiers, tu es allé avec la Western State. Tu avais Western State et UTMB à ton calendrier. Puis j'ai vu aussi que tu as fait le Canyons 100K, qui est une course en Californie, un peu sur les mêmes sentiers que la Western quelques semaines avant. Comment comment s'est faite cette préparation-là pour ces deux courses-là, plus roulantes, plus que ce que tu es habitué, mais moins que de l'asphalte? Ben, du coup, on a vraiment profité de la préparation déjà 100K sur l'asphalte. Puis on a travaillé sur des pistes, sur ouais, de la vitesse. On a continué un peu le travail sur l'asphalte, mais et puis en parallèle sur des sentiers roulants. Hein. C'est vrai que j'ai évité de faire des kilomètres verticaux, des choses comme ça qui me serviraient pas à grand chose sur ce genre de course. Et ouais, voilà, prendre un peu de vitesse, quoi. Le but, c'est de prendre de la vitesse pour être plus à l'aise ensuite à des vitesses plus importantes, en fait. D'élever un peu son niveau de facilité, en fait, avec des vitesses plus rapides, quoi. Ouais. Donc, à quel moment tu t'es dirigé vers les États-Unis pour faire le dernier affûtage, la préparation pour Canyons 100K, puis ensuite la Western? Alors, la Canyon, ça s'est décidé relativement tard. À la base, je devais faire Lake Sonoma, qui a été OK. annulé. Et du coup, je me suis rabattue sur la Canyon, ce qui est d'ailleurs Beth Pascal a fait la même chose que moi. Et on s'est retrouvés avec des copains d'Oka que j'avais rencontrés au projet Carbonix. Donc, on est partis 3 semaines en vacances ensemble. 15 jours avant la course, on a fait la Canyons. Et après, on avait encore une semaine avec une copine, Carla Molinaro, qui est britannique. Et bah, c'était aussi très sympa parce qu'on était entre copains. Beth Pascal, c'est pareil, elle a passé une semaine avec nous, on a fait des recos ensemble. Pareil, je la connaissais pas, donc c'était chouette. Et la course c'est très bien passée. J'ai eu de très bonnes sensations sur cette première course roulante. Je suis partie un peu vite, mais bon, je me suis pas trop entamée en fait. Je suis partie un peu vite, mais j'ai senti, je crois que au bout de combien ça faisait, peut-être au moins 30 km, on était à 12,5 à l'heure de moyenne. Je me suis dit que c'était un peu rapide pour moi, donc j'ai ralenti. Puis Beth, elle est partie, mais je me suis régalée. Franchement, non, j'ai eu vraiment de bonnes sensations. J'ai l'impression de faire ma course, de donner ce que j'avais à donner et de me régaler sur un format roulant alors que j'en avais encore jamais fait. Donc c'était vraiment chouette. Puis, est-ce que ça t'a mis en confiance pour la Western? Est-ce que ça t'a indiqué sur quoi tu devais travailler dans la période entre les deux, la période transitoire vers la Western States? Je me suis dit qu'il fallait bien que je regarde le parcours avant. Parce que à la Canyon, je me suis fait doubler à 2 km de l'arrivée à cause de ça, parce que je Ah me oui? suis trompée de chemin. Ouais, bon, en fait, c'était pas exactement de ma faute. Enfin, j'avais reconnu la fin et j'avais rentré le parcours dans ma montre. Sauf que, en fait, les organisateurs de la course ont changé le parcours la veille et nous l'ont pas dit. Et du coup, moi, à 2 km de l'arrivée, je savais pas du tout où étaient les autres parce que j'avais personne sur place ni rien. Et j'ai entendu quelqu'un encourager et je me suis retournée. Et en fait, il y avait une fille que j'avais pas vue de tout le long, Abby Hall, que j'avais pas vue. Hein. Je l'ai vue à 2 km de l'arrivée, donc j'ai accéléré. Et donc, comme ils avaient changé la fin, moi, j'étais partie sur ce que j'avais reconnu et ce qui était dans ma montre, et c'était pas ça. Donc, voilà, je me suis trompée, j'ai fait demi-tour, je suis repartie, enfin bref, et j'ai perdu la deuxième place comme ça. Donc, voilà, ça m'a servi de leçon pour pour la Western Stage. Je me suis restée bien concentrée jusqu'au bout. Et après, le travail, si, j'étais plutôt confiante sur ma capacité à courir et à me faire plaisir sur du roulant déjà, et à aimer ça, parce que j'étais pas sûre. Donc, pour ça, j'étais confiante. Par contre, je savais que Beth Pascal arriverait devant moi à la Western States. Ça, c'était sûr.
parce que je l'ai vu faire à la Canyons et voilà, là, elle était clairement au-dessus et sur ce format-là, je savais que moi, en une année, même pas une année, d'ailleurs, en 6 mois de préparation pour du roulant, il n'y avait aucune chance pour que j'arrive à ce niveau-là. Après, sur un 100 miles, il peut arriver plein de choses. Donc voilà, hein, mais clairement, moi, Beth Pascal, je la voyais gagner la Western States. J'étais vraiment quasiment sûre que si elle faisait sa course, c'était pour elle. Et du coup, j'étais très contente d'ailleurs qu'elle gagne cette course. Voilà. Après, le travail spécifique, bon, non, on a continué un peu ce qu'on avait fait pour la Canyons, qui avait bien fonctionné, et puis essayer aussi de garder quand même un peu de fraîcheur, parce que la saison avait quand même commencé tôt, du coup en janvier, et puis il y avait eu la Canyons, et il y avait encore la Western, et l'objectif principal, normalement, de l'année était l'UTMB, donc essayer aussi de se reposer un peu. Ben oui, c'est ça. J'ai une question pour toi parce que là, je suis en train de commencer à regarder. Moi, je m'en vais faire Black Canyon en février. Puis, bon, je suis avec Oka. Puis, j'hésite en termes d'espadrille. Toi, t'as opté pour quoi dans du roulant sablonneux à la Canyon 100K ou à la Western State? Quel modèle t'as utilisé? J'avais pris, alors attends, laisse-moi réfléchir. Je crois que j'avais pris les Speedgoat Evo. OK, Ouais. intéressant. C'est franchement, moi la Speedgoat Evo, je trouve c'est super parce que c'est un très bon rapport entre l'amorti et en même temps ça rend bien l'énergie. Moi j'adore hein, vraiment la Speedgoat Evo. Non d'ailleurs j'ai fait une erreur à la Western, j'ai pris ça à la Canyon et à la Western j'ai voulu prendre les Speedgoat parce que je me suis dit que c'était long et j'aime beaucoup l'amorti de la Speedgoat et en fait c'était une erreur parce qu'on traverse des rivières tout le temps et du coup les chaussures, les Speedgoat sèchent beaucoup plus vite, les Speedgoat Evo pardon sèchent beaucoup plus vite que les Speedgoat et j'aurais vraiment clairement dû prendre les Speedgoat Evo. Bon, voilà. Alors, ça sera à refaire, je prendrai plus ça. Donc, je te conseillerais les Speedgoat Evo, moi. Enfin, en tout cas, ça serait moi. C'est vraiment ce genre de chaussures que j'aime pour ces terrains-là. Mm. Intéressant. Je pensais peut-être y aller avec le Challenger ATR que j'ai découvert récemment, mais c'est sûr que c'est plus un format, l'espadrille plus. Ils disent mi-route, mi-trail. Je pense qu'il y a une bonne. J'étais surpris de l'accroche dans la neige au Québec récemment, mais j'ai hâte de voir. Mais je pense que je vais traîner Speedgoat et Challenger, puis je vais tester dans les jours Voilà. avant, juste parce que j'ai pas le Speedgoat Evo, mais le Speedgoat, des fois, je trouve que il est super pour du terrain très boueux, technique. Moi, je l'adore pour ça, Ouais. mais en vitesse, j'aime vraiment beaucoup le feeling du Challenger. C'est tout nouveau, c'est un esprit que je connaissais pas. C'est un des Ouais. rares qui se fait dans la largeur wide chez Oka. Puis moi, ça me prend des gros pieds larges, fait que ça me prend des wide. Puis j'ai adoré le feeling, tu sais, Clifton. J'ai l'impression que c'est un Clifton avec un peu plus d'accroche, là. Fait que, bref, Ouais. j'en Ouais, j'aime profitais bien, pendant j'aime que bien. je parlais à une compatriote Oka pour voir qu'est-ce que je devrais avoir comme approche. Non, elles sont bien aussi, hein, les Challengers. Moi, j'aime bien, hein. Je les avais utilisées notamment à Hong Kong quand j'avais fait l'Ultra à Hong Kong, j'avais pris ça. Et non, j'aime bien. C'est vrai que c'est assez polyvalent. Donc, quand on a beaucoup de changements de terrain, c'est top. Ouais, Challenger. Moi, j'aime bien aussi. Ouais. Intéressant. Donc, entrons dans le vif du sujet, Western State. Tu étais entré par, je pense, des places réservées à des athlètes internationaux par l'Ultra Trail World Tour. Fait que tu n'as pas eu à faire de loterie, de Golden Ticket Race. La Canyon, si tu l'aurais eu, ton Golden Ticket, mais ça a permis à peut-être une autre femme, celle qui a fini derrière toi, a pu rentrer à la Western via ça. Ouais. Fait que c'est un beau service que tu lui as rendu. Euh, ça veut dire quoi pour toi la Western State? Tu sais, quand tu y réfléchis, depuis que tu es dans le trail, quand tu entends parler de cette course-là, le premier 100 000, jamais, avoir jamais vu le jour, ça voulait dire quoi pour toi cette course-là? Pour moi, c'est l'origine du trail, en fait. C'est mythique. C'est un peu comme d'aller à Athènes quand on fait des Jeux Olympiques, quoi. Voilà, c'est l'origine et c'est vraiment une des courses piliers que je rêvais de faire dans ma carrière. Donc, ouais, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi et du coup, grosse pression, comme à chaque fois. Mais là, pour ces courses-là, que ce soit la Western States, l'UTMB ou la Hard Rock, c'est une pression particulière parce que pour moi, c'est vraiment les trois courses les plus importantes en fait. Donc voilà, j'en avais deux cette année. Enfin, j'en ai fini une, mais j'en avais deux. C'était ambitieux comme saison quand même. C'est ambitieux, ouais. Ben, je me suis pas rendu compte, mais j'ai appris du coup. Surtout qu'à la Western, on a eu quand même des conditions très très chaudes. Je crois que c'était la deuxième édition la plus chaude de l'histoire. Donc, on a tous, je pense, beaucoup puisé en fait hein, dans nos organismes pendant cette course. Le plateau féminin était extraordinaire, donc ça a été une belle bataille et c'était génial d'en faire partie. Mais c'est vrai que ça a laissé des traces et donc je me suis pas
pas assez rendu compte de ça. En fait, j'ai pas écouté vraiment en fait les signaux parce que je pense que j'en ai eu, mais j'étais tellement focus sur l'UTMB. Je veux dire, dès que la Western States s'est terminée, pour moi, c'était focus UTMB. Et ça faisait 2 ans que je l'attendais. C'est ma course rêvée, c'est chez moi. Donc voilà, j'ai pas vraiment écouté tous les signaux. Et puis, bah voilà, ça a donné ce que ça a donné. C'est ça, c'était la deuxième, comme tu dis, la deuxième année la plus chaude de l'histoire de la Western. Puis je sais pas si ça a un lien, peut-être c'est moi qui fais un lien où il n'y en a pas, mais c'est aussi l'année où il y a eu le plus de femmes qui ont performé dans le top 20 de la Western. Tu sais, il y a des années que la première femme est dans le top 20, puis c'est pas contre cette athlète féminine-là, c'est juste que le plateau masculin rentre ça en 14h30, 15h, 15h30. Cette année, les temps des femmes étaient semblables aux années précédentes, avec l'extrême chaleur qui était pire que les années précédentes, semble pas avoir impacté les plateaux élites féminins. Chez les hommes, ça a été complètement l'inverse. Puis, même Jim Wamda, ça a pris quasiment 1 heure de plus que son record de l'année précédente. Dans ton cas, tu termines 6e avec la 16e place overall. C'est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'histoire de la course qui sont allées dans le top 20. Est-ce que tu penses que ma lecture est bonne? Est-ce que on parle souvent de l'endurance supérieure des femmes. Est-ce que la tolérance à la douleur, la tolérance à la chaleur peut avoir un impact là-dedans? Ou c'était tout simplement que les femmes ont surperformé les hommes cette année-là? Non, je pense que tu as raison. Je pense que effectivement, moi, de la lecture que j'ai fait exactement la même lecture que toi. C'est que je pense que les hommes ont beaucoup plus souffert de la chaleur que les filles. Je ne sais pas si ça s'explique physiologiquement parlant, mais pour moi, c'est clair et net. Enfin, quand on voit l'état d'un Tim Tollefson à l'arrivée, voilà, pourtant c'est quelqu'un qui est dur au mal, qui est très fort, qui a des qualités incroyables, et là il n'y est pas arrivé parce que voilà, c'était trop chaud, quoi. Donc ouais, je pense qu'effectivement les femmes encaissent mieux la chaleur que les hommes. En tout cas, là sur cette course, pour moi, ça a été assez flagrant. Ouais. Comment s'est passée ta course? Est-ce que tu as eu des grands creux, des grands moments de bonheur? Comment ça s'est passé? C'est qu'avec un peu de recul, là, ça fait quelques mois, qu'est-ce qui te vient en tête quand on parle de la Western State 2021? Alors, je tiens à vous dire déjà que j'ai le com de la première montée. Donc... Quand on disait que tu pars vite, là, c'est la preuve, là. Ah bah dans la montée, j'étais avec Jim Wamsley, donc j'étais bien. Oh wow, OK, t'es parti à un rythme de fusée. Mais non, mais en fait, c'est eux qui sont partis très lentement parce que non, mais c'est vrai, c'était la seule montée, en gros. Enfin non, il y a eu quelques montées, mais c'était la seule montée un peu longue du parcours. Donc moi, j'ai joué sur mes qualités aussi. C'était le seul endroit où je pouvais m'exprimer. En fait, après, je savais très bien que j'allais me faire bouffer de partout. Donc j'ai joué mon jeu. En fait, j'ai profité de la partie qui, moi, me souriait. Et puis après, j'ai attendu que les autres me doublent. donc je savais que la première montée, voilà, fallait que je me régale parce que c'était mon terrain et que moi, j'ai l'habitude de faire plus raide et plus long. Donc pour moi, c'était vraiment pas une montée difficile. Et beaucoup de coureurs sont partis presque en marchant. Et j'étais hyper étonnée de ça. Moi, ça me dérangeait parce que du coup, j'étais devant Tim Tollefson et tout ça. Je me disais, oh là là, c'est la catastrophe. Mais bon, j'avais pas envie non plus de faire la course d'autres personnes, quoi. J'étais bien, j'avais pas du tout l'impression de me fatiguer. Du coup, je suis restée sur mon rythme et puis voilà, après tout est rentré dans l'ordre. J'ai reculé au classement. C'est ça, la Western State, c'est sa particularité, ça commence dans des milieux alpins. Il y a de la neige au départ, puis il y a 5000, je pense que c'est 5000 ou 5500 mètres de D+, mais 6500 de D- dans cette course-là. Puis de ce que j'en comprends, de ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai parlé avec des gens qui l'ont fait, c'est très vallonné, donc tu sens moins le dénivelé dans le reste de la course. Mais au départ, tu montes la montagne du centre olympique, tu descends, puis après ça, tu descends jusqu'à l'arrivée. Puis je pense que c'est la bonne chose à faire aussi, c'est d'y aller avec ses compétences, y aller avec ses forces, puis y aller avec sa course. Puis si ça veut dire courir avec Jim Wamsley le départ, écoute, ça fait une belle anecdote, là. Ben voilà, c'est marrant parce que en fait la veille de la course, il y a des journalistes qui m'avaient demandé à ton avis qui est-ce qui va arriver première chez les femmes en haut de la première côte. Et donc je leur avais dit je pense Beth Pascal parce que voilà, je pensais vraiment qu'elle allait gagner la course et donc voilà, je la voyais bien devant dès le départ et ils m'ont dit je pense que c'est toi qui vas arriver en haut de la première côte. Et du coup ils m'ont chauffé aussi, c'est de leur faute. Ah c'est ça, c'est de la faute des journalistes. Ils ont mis de la pression. Vu que je vais pas gagner, je vais au moins arriver première en haut de la première montée. Ce sera déjà ça de prix.
Ça me fait penser, il y a un coureur québécois qui s'appelle David Jecker, qui est un super athlète. Il a gagné la première édition de l'Ultra Trail Arikana, qui est une course désormais extrêmement connue à l'international à cause de l'Ultra Trail World Tour. Puis il avait gagné la première édition, puis il va année après année depuis. Il y a eu des DNF, il y a eu des top 3, des top 5. Cette année, il s'était fait demander, je ne me rappelle pas si c'était un journaliste, il avait dit c'est quoi ton objectif aujourd'hui? S'attendant à ce que David réponde de remporter la course. C'est un champion en titre d'une édition passée. Il dit moi, je veux le com du Mont des Morios, qui est la plus grosse montée de la course. Au 30e kilo, il y a une montée hyper technique, montée-descente. Il dit moi, je suis là pour le com. Ben ouais. Il faut trouver des manières de s'amuser dans une course aussi. Exactement. Quand tu sais que tu ne vas pas gagner, il faut trouver d'autres manières de te motiver, quoi. Et tu étais convaincu que tu n'allais pas gagner? Tu n'es pas parti avec le mindset d'aujourd'hui, je dois gagner? Non, non, je savais que j'étais pas au top pour gagner, mais non, je partais pour faire un podium, honnêtement. Hein. Je m'étais dit, j'essaie de faire un podium et sur un malentendu, un 100 miles, il peut se passer plein de choses. Hein, mais bon, j'avais déjà couru avec Beth Pascal. Je savais que ça allait être chaud quand même. Ouais. Puis là, la 6e place, t'es satisfaite? T'es contente? Alors, j'étais contente à la fin parce que j'ai eu des gros soucis. En fait, pendant la course, j'ai eu des crises d'asthme. Ah oui? Donc, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû marcher. Ça a été très, très dur. Les 50 derniers kilomètres, ça a été vraiment très dur. Donc, je suis vraiment allée au bout de moi-même pour terminer. Donc, j'étais contente de finir déjà. 6e, j'étais contente. 16e au scratch, ça, j'étais vraiment contente. Et puis après coup, j'étais un peu mitigée parce que moi, j'ai pas envie de me satisfaire d'une 6e place. Si je vais à la Western States, c'est pas pour arriver 6e. Donc bon, je suis contente de l'avoir vécu, mais j'aimerais bien y retourner pour essayer de faire mieux. Voilà. Mais là, on sait qu'à la Western State, le top 10 hommes, top 10 femmes ont un ticket pour l'année suivante. Est-ce que c'est dans tes plans pour 2022? Est-ce que tu as le droit de le dire? Oui, j'ai le droit de le dire. Malheureusement, j'ai dû refuser ce dossard parce que je me suis rendu compte cette année que l'enchaînement pour moi, Western States UTMB, c'était trop. Et je reste quand même concentrée sur mon objectif principal qui est l'UTMB. Donc, je vais essayer cette année de faire un pas sur la Western States pour mieux réussir l'UTMB, ce qui ne devrait pas être très difficile vu que je me suis arrêtée au bout de 30 km. Je pense que là, je pars sur un objectif relativement envisageable. Écoute, puis ton objectif fait que tu pourrais combler le 2e de la Western States parce que depuis cette année, depuis 2021, l'UTMB devient une Golden Ticket Race pour la Western State. Donc, les 2 premiers hommes, 2 premières femmes de l'UTMB s'en vont à la Western l'année suivante. C'est ce qui fait que la fierté du Québec, Mathieu Blanchard, sera à la Western State l'an prochain parce que je pense que le 2e homme à l'UTMB décide de laisser passer son ticket. Bref, Mathieu qui a fini 3e sera à la Western. Donc, si ton objectif est l'UTMB, si ça se passe comme tu le veux, ben automatiquement, ça te fait une place. Fait que tout ça est très logique. Hein? Impeccable. C'est drôle que tu parles du combo Western State UTMB parce que c'est vraiment un sujet sur lequel je voulais t'amener. Comme tu as fait ces 2 courses-là, on sait que c'est un enchaînement que plusieurs coureurs, plusieurs coureuses font à chaque année. Puis cette année, je pense que c'est les analystes qui analysaient la Western State. En fait, non. Les analystes qui faisaient les commentaires sur l'UTMB quand Jim Walmsley a abandonné. C'est un sujet qui est venu de dire est-ce que la combinaison Western States et UTMB est réaliste? Puis, on a vu François Den faire la combinaison Hard Rock UTMB qui est encore plus rapprochée, mais ça reste que c'est le même type d'entraînement dans des conditions assez similaires. 160 km, 10 000 mètres de D+, dans des milieux alpins. Chaque course a ses particularités, mais ça reste que l'entraînement qui mène à ce type de course-là est le même. J'ai l'impression que l'UTMB est un complément à la Hard Rock et vice-versa. Western States, UTMB, bon, c'est 9 semaines entre les deux, c'est quand même très court pour la récup, mais c'est 2 types de courses complètement différents. Dans l'histoire, il y a Kilian Jornet qui a remporté les 2 dans la même saison et c'est tout. Il n'y a personne qui a déjà remporté ces 2 courses-là back-à-back dans la même année. On voit des Tim Tollefson, il a fait le Western States cette année, il a fait l'UTMB, puis ça a mal été, puis c'est un gars qui a 2 podiums à l'UTMB, il sait comment se rendre à Chamonix, il connaît la recette. C'est quoi ta lecture de ça, toi, de ton côté, d'avoir fait les 2? Est-ce que c'est possible de faire les 2 ou il faut à un moment donné faire un choix pour le type d'entraînement? Je pense qu'il faut faire un choix d'objectif.
C'est-à-dire que je pense hein, après je sais pas, hein, je parle de mon expérience, mais je pense qu'il faut faire un choix. Est-ce que j'ai envie de performer à la Western ou est-ce que j'ai envie de performer à l'UTMB? Performer dans les deux, effectivement, Kylian Jornet peut le faire. Voilà, Kylian Jornet. Je suis pas sûre qu'il y ait d'autres gens qui peuvent le faire. C'est un peu comme gagner la Hard Rock et gagner l'UTMB. François Daen l'a fait et il n'a pas fait le meilleur UTMB qu'il ait fait et il l'a dit hein, que ça avait été très difficile la fin de son UTMB. Donc non, je pense que performer aux deux c'est très très dur. Voilà. Donc je pense que voilà, les faire on peut, mais pas dans les mêmes envies quoi. Faire un top 3 ou 2, c'est trop ambitieux, je pense. Ouais, Peut-être que Courtenay va me faire mentir, hein, mais, c'est mais bon. correct. J'ai l'impression que Courtney, Kylian, François, c'est ce genre Voilà. d'ultra-terrestres qui peuvent faire cette chose. Puis je pense que n'importe qui peut le faire. Il y a une question de conjoncture, de bonne saison. Tu sais, François Den, tu l'as dit, cette année, il a gagné les deux. Euh, Rien contre les autres coureurs et tout, mais est-ce que d'autres années, il aurait aussi gagné? On ne le sait pas. Tu sais, comme tu le dis, il n'a pas fait sa Oui, performance oui. dont il est le plus fier, puis il l'a dit. Tu sais. S'il y avait Ouais, un Kylian Jornet 2017, comme la exactement. dernière fois que les deux s'étaient affrontés, est-ce qu'on aurait le même résultat? Peut-être, peut-être pas, Ouais, mais je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une course, puis tu sais, c'est ouais. à voir. Mais toi, comment tu t'es préparé? Tu sais, mettons que au quotidien, ou en tout cas, quand tu regardais ta saison, est-ce que tu faisais du gros entraînement de dénivelé en vue de l'UTMB, mais avant la Western States, sachant que 9 semaines entre les deux, c'est très rapide, puis tu n'as pas le temps d'insérer deux gros blocs d'entraînement. Comment t'as préparé ton année avec ton coach? Comment vous avez anticipé ces deux courses-là back-à-back? En fait, je gardais un peu des deux avant la Western. Je gardais un peu de dénive et quand même encore de bonnes sessions de vitesse. Donc c'est pareil, ça engendre aussi de la fatigue parce que du coup, bah, il y a un travail sur les deux plans. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas non plus totalement performé à la Western States comme j'aurais aimé, même si bah, je suis relativement contente de ma course, hein, mais je pense quand même que je peux faire mieux. Le problème, c'est que voilà, la saison est faite comme ça et que c'est compliqué de performer sur toutes les courses qu'on a envie de faire, même si elles sont éloignées de 2 mois. Enfin, 2 mois, c'est le minimum, je pense, pour enchaîner des ultras, en tout cas pour moi. Mais voilà, comme tu dis, des choses très différentes, voilà, et ça demande un entraînement spécifique. Et moi, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment fait avant la Western. J'ai quand même gardé un peu de dénivelé. Et juste derrière la Western, par contre, là, j'ai quand même fait pas mal de dénivelé. J'ai fait la recôte du TMB en 3 jours. J'ai fait pas mal de dénivelé. Et ça a encore engendré de la fatigue. Et donc, en fait, j'ai jamais récupéré de cette Western States. Je pense que j'ai pris le départ de l'UTMB en étant encore fatiguée de la Western States. Voilà. Comme tu dis, ça s'est traduit par une journée difficile. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé, cette course-là, du départ enflammé dans Chamonix, un an après une annulation. Il devait y avoir quelque chose de le fun. Ça devait être palpable comme ambiance. Là. Ça devait être complètement fou. Là. C'était complètement dingue. Alors, bon, moi déjà, je redoutais. Hein. Ça faisait 2 ans que je redoutais ce départ. C'est vrai que je suis très anxieuse avant les courses. L'UTMB, c'est la course que j'ai le plus envie de réussir. Donc, j'étais vraiment très, très stressée. Ça faisait 2 mois que j'y pensais. L'effervescence était incroyable. Effectivement, comme tu dis, ça avait été annulé l'année précédente. Donc, c'était complètement dingue. Et je n'avais pas mesuré, en fait, l'ampleur de cette effervescence et le temps que ça allait durer parce que sur la TDS, c'est là au départ. Et puis après, ça redescend. On est tranquille dans la montagne, il n'y a plus personne. L'UTMB, c'est les 40 premiers kilomètres où il y a des gens tout le long qui hurlent le bord du chemin et tout. Donc on ne peut pas redescendre. Moi, j'y arrivais pas. Et puis, je n'arrive pas à rester dans ma bulle, vraiment, à être concentrée, à ignorer les gens, parce que presque c'est ce qu'il faudrait faire, en fait, arriver à faire abstraction de tout ça. Mais moi, j'y arrive pas. J'ai envie de profiter des gens, j'ai envie de taper dans les mains. Et du coup, je l'ai fait. Mais je pense que voilà, j'ai aussi donné beaucoup d'énergie dans ce départ. On était toutes les coureuses en même temps, on était toutes ensemble. J'étais avec Katie, j'étais avec Beth Pascal, bon, Courtenay était déjà partie devant, mais elle était pas loin. Camille Bruyat, enfin bon, Marion Delespierre, on était toutes ensemble. Mimi Kotka. Et ça, c'est pareil, c'est particulier. En général, les filles dans les ultras, bon, on est ensemble, ceci dit, un petit peu au départ, quand il y a un plateau pareil, forcément, mais assez vite, on se voit plus, en fait. Hein. Chacun fait sa course, et puis après, parfois, on se passe, mais on se voit plus. Là, on était tout le temps ensemble, enfin, en tout cas, jusqu'à ce que j'arrête. Et dès la première montée, bon, j'ai senti que c'était un peu dur pour moi.
j'ai un peu fait l'autruche. Je me suis dit, bon, c'est le départ, c'est la mise en jambe, voilà. Et puis, dès la première descente, là, par contre, là, j'ai les jambes qui se sont serrées tout de suite. Alors, j'ai appris après qu'on était plusieurs coureurs à avoir été dans ce cas-là, notamment Ludovic Pomeray. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être on a tous été un peu déshydratés au départ, je sais pas. En tout cas, vraiment les jambes qui se sont serrées très fortement. Et ça m'a fait vraiment peur parce que j'avais jamais vécu ça sur une autre course. Et puis après, de Saint-Gervais aux Contamines, là, c'était en gros l'acceptation du fait qu'il allait falloir que j'arrête parce que là, j'avais très très mal au ventre. J'ai dû m'arrêter 2 fois pour aller aux toilettes dans les bois. Enfin, je transpirais énormément. J'avais les jambes très très raides. Je recommençais à faire un peu des crises d'asthme. Enfin bon, ça partait dans tous les sens et je voyais bien être comme ça au bout de 30 km quand on en a 170 à faire, c'est pas une bonne idée, quoi. C'est déjà mentalement, c'est très difficile de se dire, bon, je vais essayer de continuer pour voir jusqu'où je peux aller parce que bon, vu l'état dans lequel j'étais, c'était dur. Et puis surtout, c'était le dernier ravitaillement où j'avais ma famille. Après, on part direction les Chapieux, donc c'est dans la montagne. Et puis après, je revoyais ma famille à 4h30, 4h du matin, je crois, en Italie. Donc voilà, j'avais pas envie de m'infliger ce calvaire toute la nuit dans la montagne. Il faisait froid, j'étais déjà gelée, tout en sachant que de toute façon, la course, je la terminerais pas parce que j'étais pas en état de terminer la course. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter. Et ça a été très, très c'est dur. le bon choix à faire. Hein. Ouais, honnêtement, ça, je me suis jamais dit que je j'avais pas fait le bon choix. Là, je pense vraiment avoir fait le bon choix qui a été vraiment très dur, mais jamais j'ai regretté d'avoir fait ce choix-là. Non, je pense que c'était vraiment ce qu'il y avait à faire pour me préserver et puis même ma famille, parce que s'ils m'avaient vu repartir dans l'état dans lequel j'étais, je pense qu'ils se seraient inquiétés un paquet de temps. Donc, donc voilà. C'est pas le but. Les crises d'asthme dont tu parles, tu l'as dit que tu en as vécu à la Western State, tu as commencé à en vivre aussi à l'UTMB. C'est quelque chose que tu avais déjà vécu avant? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que tu sais ce qui explique ça? En fait, j'ai eu des petits soucis respiratoires quand j'étais adolescente. Je faisais de l'asthme d'effort. Mais bon, rien de très grave, ça m'a jamais empêché de courir, ni de faire des compètes, ni rien du tout. La Western, je pense que oui, je sais exactement ce qui s'est passé, c'est la chaleur avec la poussière des chemins, parce que c'est très poussiéreux, la Western. Et c'était en fin de journée, enfin vers 17h que j'ai fait vraiment ces grosses crises d'asthme. Donc clairement, je pense que c'est ça. Et l'UTMB, je pense que c'était des petits restes en fait de ça. J'ai plus jamais eu ça. Je pense que ça reviendra pas. J'ai pris un traitement après la Western States parce que j'avais encore des douleurs abdominales. J'ai eu ça pendant près 15 jours après la Western States. Donc j'espérais que ça serait passé à l'UTMB. Je pense que j'aurais été complètement reposée et voilà, j'aurais récupéré correctement de cette Western States. Je l'aurais pas eu, mais là, j'étais pas en forme. Donc voilà, ça s'est révélé à ce moment-là. Mais je pense pas, enfin j'espère pas en tout cas le subir de nouveau, à part peut-être dans un environnement pareil poussiéreux où il fait très très chaud. Peut-être que ça reviendra, mais bon, on avisera à ce moment-là. Fait que je comprends que l'objectif 2022, c'est le retour à l'UTMB. Ouais. Est-ce que tu as des courses d'ici là ou tu mets vraiment tout ton focus là-dessus? Non, j'ai des courses d'ici là. Bon, déjà, là, alors du coup, après l'échec, parce que c'est un échec, on peut parler d'échec quand même, de l'UTMB, j'ai participé au championnat de France de trail pour me qualifier pour les mondiaux, du coup. Voilà, donc j'y suis allée, hein, je suis arrivée vice-championne de France, donc là j'étais très contente parce que j'arrive derrière la championne du monde, Blandine Hirondelle, qui est française, et que je savais plus rapide que moi sur ce genre de format, c'est aussi, hein, c'est un 57 km avec 2000 mètres de dénivelé, donc c'est très rapide, je savais très bien que j'allais me faire battre. Mais je voulais essayer de décrocher cette deuxième place. Ça me tenait à cœur d'avoir une réussite voilà, après cet échec. Et j'y suis arrivée, donc j'étais ravie. Donc j'ai participé à une semaine de préparation avec l'équipe de France. Et puis là, on vient d'apprendre du coup que les mondiaux sont annulés. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Donc l'objectif quand même, un des objectifs de l'année prochaine, ça va être de se qualifier de nouveau parce que bon, maintenant que j'ai goûté à ça, j'ai envie quand même d'y aller aux mondiaux. J'avais ma place, donc j'ai envie de l'avoir de nouveau. J'ai aussi changé d'entraîneur et mon entraîneur, c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Okay. Donc voilà. Donc du coup, les courses de sélection, c'est mon programme de l'année prochaine. Ah ouais. Non, du coup, ouais, j'ai une première course qui est le Trail du Ventoux. C'est une course qui est assez tôt dans la saison, c'est le 13 mars, et qui a souvent un très beau plateau en France. C'est une course assez relevée. Donc voilà, je vais aller me tester un peu là.
C'est un objectif sans être un objectif parce que bon, c'est pareil, c'est une course qui est très rapide. On verra. Je vais essayer de me faire plaisir. Je vais peut-être aussi me faire exploser sur cette course, donc on verra. Mais en tout cas, j'y vais. Et puis après, je vais aller au Mute parce que c'est une course que j'adore. Je vais aller au 90 du Mont Blanc normalement aussi fin juin. Et puis après l'UTMB. Du coup. Et si tout va bien, les mondiaux en novembre. Un bon programme, Voilà. un bon programme. Voilà. Est-ce que d'avoir fait la TDS 2 fois, de l'avoir remporté 2 fois, tu penses que c'est un avantage pour l'UTMB? Est-ce que tu penses que ça te sert? Parce que contrairement aux autres courses de l'UTMB, c'est pas sur le même parcours. Tu sais, la CCC, c'est les derniers 100 cas de l'UTMB. L'OCC, c'est les derniers 50. Là, dans ce cas-ci, la TDS, bon, ben, ça se promène un peu ailleurs. Tu le disais tantôt, c'est plus technique. Mais est-ce que ça contribue, toi, à ta confiance ou à ta préparation pour ça? Je sais pas, la confiance, bah ouais, moi, le fait de gagner des courses, ça renforce toujours la confiance, donc c'est toujours bon à prendre. Là où ça peut me servir peut-être, c'est que du coup les gens me connaissent un peu et que du coup j'ai des encouragements et ça, moi, ça me sert. J'aime bien avoir des gens qui sont avec moi et qui m'encouragent sur les courses, donc je dirais pour ça. Après, effectivement, c'est un parcours qui est différent et c'est quand même des qualités, je pense, qui sont différentes qu'il faut avoir pour remporter l'UTMB que la TDS. La TDS, c'est beaucoup plus montagneux, c'est plus des montagnards qui gagnent la TDS. L'UTMB, il faut avoir aussi des qualités de coureur et donc c'est ce que j'ai essayé de faire et que j'ai fait cette année. Donc voilà, je pense que le mix des deux peut donner quelque chose de bien si j'arrive à faire ce que j'ai à faire. Voilà. Mais je pense que tu vas être sur le radar de tout le monde, tu vas être à surveiller pour l'UTMB 2022. Tu l'étais déjà en 2021, tu faisais partie des listes des favorites. Est-ce que ce genre d'engouement autour du sport, ce genre tu sais, tu parlais tantôt des journalistes qui t'avaient mis quelque chose dans la tête avant la Western State, est-ce que ça ajoute à la pression? Tu parlais des fois que tu vivais un peu d'anxiété, un peu de stress avant les courses. Est-ce que d'être dans les listes des favorites, est-ce que l'UTMB, qui est une semaine hyper médiatisée avec des entrevues puis de la pression, est-ce que ça joue, toi, dans ton moral, dans ta tête, dans ta préparation? En fait, c'est un peu ambivalent parce que le fait qu'il y ait des gens qui croient en moi et qu'on me mette dans les favorites, ça me valorise et du coup, ça me fait prendre conscience que je peux y arriver, en fait. Donc, quelque part, c'est positif. Et d'un autre côté, effectivement, ça met aussi la pression. On sait qu'on est quand même attendu. On sait que les gens nous connaissent un petit peu. Donc, voilà, si on abandonne, ça passe pas forcément comme une lettre à la poste. Donc, mais je dirais quand même que le fait d'être dans les favorites, c'est plutôt positif pour moi. Enfin, j'ai toujours été très, très stressée en course et j'ai pas toujours été dans les favorites et ça changeait pas mon stress. Donc, non, c'est à moi de gérer ça. C'est à moi d'arriver à passer au-delà de ça. Mais c'est vrai que dans des courses comme ça qui sont vraiment importantes, moi, je mets beaucoup derrière et beaucoup trop. Des fois, il faut vraiment prendre du recul et c'est pas toujours facile parce que c'est important et qu'on y met du cœur. Donc, voilà. Donc, 2022, c'est l'UTMB. Après Ouais. ça, dans le futur, est-ce que tu as des courses bucket list, des courses que tu as ciblées que tu te dis, il faut que je le fasse un jour dans ma vie? La hard rock, c'est Ouais. sûr. La hard rock, j'aimerais retourner à la western parce que j'aimerais faire mieux. Peut-être la Comrade, du coup. Ça, c'est à cause de l'année dernière, hein, c'est devenu dans ma liste, mais ça ne l'était pas avant. Mais effectivement, j'en ai discuté avec Carla Molinaro. Là, c'est quand même une course ouais, j'aimerais bien essayer ça. C'est quoi? C'est un 50 miles, je pense, 80K? C'est ça, ouais, c'est ça. Assez Sur très route, roulant. C'est oui, des chemins de terre, des chemins d'asphalte c'est en la Afrique route du même, je Sud. crois. Ouais, c'est ça. Donc celle-là, j'aimerais bien. J'aimerais bien l'Ultra Trail Cape Town aussi. Ouais, ça c'est une course qui me plairait bien. Euh, Le Mont Fuji, je sais pas, j'ai envie de courir au Japon, mais je sais pas si le profil va me convenir parce que c'est très roulant aussi. J'ai fait déjà ce genre de course, le Lavaredo, c'est une course que je trouve incroyablement belle. Enfin, c'est les plus belles montagnes, je pense que j'ai parmi les plus belles montagnes que j'ai vues de ma vie. Mais par contre, tout le début a été très dur pour moi, donc il faut aussi que je réfléchisse un peu au tracé de la route. Bon, après, maintenant, j'ai aussi travaillé le plat, j'ai aussi travaillé les parties roulantes, donc peut-être que maintenant je le vivrai mieux. Bon, il y a plein de courses que j'aimerais faire. J'aime bien les courses en étape, j'aime bien les courses en équipe aussi. Ça, c'est vraiment une chose que j'aime bien. J'aimerais bien vivre ça avec des copains d'Oka, notamment Julien Chaurier, Ludovic Pomeray. J'aimerais faire des courses mixtes en étape. Ça serait vraiment chouette, ouais.
Ouais, avec Thibaut Garivier aussi, ça serait bien. Ça sera surveillé sur une équipe Thibaut Garivier, Ludovic Pomeray, Audrey Tanguy, Julien Ah, Chaurier. ça serait chouette, ça. Attention! Ça serait chouette. Quand on s'est parlé au début pour trouver un moment pour le podcast, tu me parlais de l'Ouest canadien où tu as vécu pendant 6 mois à Vancouver. Le Québec, le Canada pour venir faire un ultra trail, est-ce que c'est dans les plans? Oh, j'aimerais trop, bah, j'adorerais. En fait, moi, le Québec, c'est un peu mon pays rêvé parce que avant de faire du trail, je faisais du patinage artistique. Donc voilà, mon rêve, c'était d'aller au Canada, au Québec, d'aller faire du patin sur les lacs gelés. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Du coup, j'étais allée à Vancouver et j'ai appris que les lacs ne gelaient pas à Vancouver. Voilà. Pas parce que sur une map, on est à la même hauteur que c'est la même chose. C'est ça qui est particulier, le Québec. Quand tu regardes une carte, on est quand même à la hauteur de la France. Il y a rien de, on n'est pas nordique si tu compares aux pays scandinaves. Puis pourtant, on a des températures beaucoup plus froides. Tu sais, je veux dire, en ce moment, on se parle, on est mi-novembre, fin novembre, puis je te parle en ce moment, puis moi, c'est la grosse neige qui tombe du ciel. Puis hier, je courais dans une section où il y a une rivière qui est sortie de son lit et qui est une patinoire. On est le 20 novembre, puis écoute, c'était une patinoire. Fait que les lacs gelés, c'est au Québec, mais ouais, dans l'Ouest, c'est un peu différent. Ouais, bah oui, oui. J'ai appris ça en fait en arrivant, hein. Je suis arrivée à Vancouver, j'ai atterri et j'étais jeune fille au père et j'ai demandé du coup à la famille si on pourrait aller dans un lac gelé et elle m'a dit les lacs ne gèlent pas ici. Voilà. Je me suis dit putain, j'ai choisi le seul endroit du Canada où les lacs ne gèlent pas, quoi. Ah ouais, effectivement. Écoute, si tu viens au Québec entre janvier et mars, tu vas être servi en termes de lacs gelés. Alors par contre, alors j'ai très envie de faire du patin sur des lacs gelés, mais je supporte pas le froid en fait. Je crains beaucoup le froid, moi. Je suis très frileuse et en plus je fais des malaises avec le froid. C'est Ah une ouais. catastrophe. Des fois je dois enseigner le ski de fond au collège et quand j'ai des groupes de débutants qui skient pas beaucoup, en fait, du coup on se réchauffe pas et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc faudra vraiment que le jour où je vais au Québec, parce que je vais aller au Québec c'est certain, mais le jour où j'y vais, il faut vraiment que j'anticipe, que j'achète des tonnes de vêtements, que je boive du thé tout le temps parce que sinon ça va être dur. Mais je te rassure, si tu viens au Québec pour faire un ultra trail, on a un été extrêmement chaud quand même. On a les clashs de température sont assez extrêmes. On passe du 35 degrés au moins 35 en dedans de quelques mois. Ouais. Cet été, il y a le Québec Méga Trail, l'Ultra Trail Aricana qui sont des courses phares au Québec. Il y en a plein d'autres. Mais Québec Méga Trail, à chaque année, c'est une canicule de fou cette année. Beaucoup, beaucoup de gens ont eu des problèmes, dont moi, avec la chaleur. Donc, c'est surprenant de voir qu'en novembre, on est dans la grosse neige puis dans les températures sous zéro, puis que 4 mois plus tôt, on fait des ultras à 35 degrés. Hein. Ouais, c'est dingue. C'est dur pour les organismes, ça, autant à l'entraînement que dans la vie de tous les jours, hein, Oui, mais ça pratique. Moi, je trouve que s'entraîner, courir tout l'hiver à l'extérieur dans le froid, bon, les cadences ralentissent et tout, c'est plus difficile, mais quand il se met à faire un peu plus chaud, là, quand on pogne les 10 degrés, 15 degrés, les premières journées chaudes au printemps, on a l'impression d'exploser nos records parce que là, pour la première fois, on retrouve notre cadence d'été, puis le froid impacte beaucoup moins la. Fait que, tu sais, je pense, une sorte d'entraînement qui améliore l'endurance, de sortir, faire une longue sortie de 15, 20, 30 kilos à moins 15, ça prépare pour les conditions extrêmes parfois des ultras. Là. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Non, ça, j'aimerais bien en plus parce que autant moi j'ai froid quand je fais pas de sport, mais courir, je pense que même, bon, moins 15, c'est quand même très très froid, mais courir dans le froid, je pense que j'aimerais ça, ouais. Ouais. Ah, faut que je vienne au Québec. J'ai trop envie, puis alors me faire encourager par des Québécois, ça une énergie dingue, je pense. Écoute, t'es la bienvenue, on a des belles courses ici, puis il y a beaucoup d'athlètes internationaux, là, un peu moins cette année à cause de la COVID, mais qui découvrent nos courses. Je pense que la course en sentier, la course en montagne est en grande expansion de popularité à l'échelle internationale, mais au Québec, c'est énorme. Là, tu recules de 3 ou 4 ans, puis il y avait beaucoup moins de participants, mais on a des courses fortes avec des athlètes qui performent même très, très bien à l'international. Donc, il y a une petite explosion qui se fait aussi à l'échelle du Québec. Donc, je pense qu'on va voir de plus en plus de Français venir tenter nos belles courses québécoises. Oh bah, ça, c'est sûr. Hein. Puis les Français adorent les Québécois. Donc... Mais oui, c'est réciproque, hein, je te rassure. Ben, merci beaucoup, Audrey. Moi, je termine tout le temps mes épisodes avec les questions éclair NAC. 10 questions rapides. Il faut répondre le plus rapidement possible. Puis écoute, les records de vitesse sont très, très bas.
Le record appartient à Joanie Desroches, une super athlète québécoise en 12 secondes pour 10 questions, donc c'est très rapide. Chez les hommes, le record appartient à Samuel Poher et Jimmy Gobeil en 15 secondes. Donc, je sors mon chrono pour faire ça en bonne et due forme. On va voir l'esprit compétitif qui s'empare d'Audrey. Donc... Attention, il faut que je me prépare. Oui, c'est ça. Tu me dis quand tu es prête, puis on se lance. Quand tu veux. Route ou trail? Trail. Bâton ou pas de bâton? Pas de bâton. Café ou thé? Café. Monter ou descendre? Monter. Questionnaire, saveur chocolat ou vanille? Chocolat. Açor ou Madère? Madère. Fromage ou chocolat? Chocolat. 100K ou 100 000? 100K. Sentier roulant ou technique? Technique. Western States ou UTMB? UTMB. Oh, 23 secondes. Oh putain! Non, mais c'est toi qui... Non, c'est toi, c'est pas moi. Mais à ta défense, là, par Zoom, c'est vraiment plus lent. Il y a un petit délai, mais je posais ma question, puis là, je voyais qu'il y avait un délai. Mais on va mettre ça sur le dos du décalage horaire. On est à 6 heures de différence. Donc, moi, je pense que si on avait été en face à face, Audrey, ça aurait été un record, c'est certain. Là. Ah ouais. Merci, ouais, je suis sûre. On va le mettre sur le dos du décalage horaire. Ouais, on va faire ça. Ben, merci beaucoup de ton temps. Et si on enlève 6 heures à 23 secondes, franchement, là, je pense que je suis imbattable. Ah ben, je pense que oui. En fait, j'irai comparer avec le temps que j'ai enregistré avec Caroline Chavreau puis Maude Matisse, deux athlètes que tu connais bien. Donc, on ira comparer les temps français avec 6 heures de décalage, puis on verra qui gagne. Je vais revenir, je n'ai pas ça sous les yeux, mais je vais aller faire mes vérifications, puis je te dirai, Audrey, si tu as remporté les questionnaires avec décalage. Ça marche. Ben, merci vraiment beaucoup de ton temps. C'était super intéressant de revenir avec toi sur ces 2 dernières années-là, particulièrement sur ta grosse saison 2021 avec des gros objectifs, des petites déceptions peut-être, mais je sens que 2022 va te sourire, puis je sens que tu as des beaux objectifs qui s'en viennent. Ça va être super intéressant de te suivre là-dedans. Ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, puis merci pour la chaleur. Là, ça fait plaisir d'entendre cet accent. C'est vrai, hein, c'est ça. On n'est pas habitué d'entendre ça, l'accent québécois. Bon, on aime bien, on adore. Ben, merci. Je termine tout le temps en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC, William, Mine, toute l'équipe pour le super partenariat. Écoute, c'est mon partenaire officiel pour le podcast, donc je les remercie. Mon nom est Yannick Vézina. Je vous dis à la semaine prochaine pour un 70e épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.